Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc quels sont les propos exacts qu'a tenus Yevgeny Prigojine? Eh bien ça peut paraître étonnant David, mais Yevgeny Prigojine, le patron de la milice Wagner, l'un des plus va-t-en guerre, propose d'arrêter la guerre. S'il y a une déclaration à laquelle on ne s'attendait pas, c'est bien celle-là. Pour les autorités et pour la société russe, il est aujourd'hui nécessaire de mettre un terme à l'opération militaire spéciale d'une manière ou d'une autre. Voilà ce qu'il a déclaré dans une longue lettre publiée sur son compte Telegram. Et il préconise même la méthode. L'idéal est de déclarer la fin de l'opération militaire spéciale, d'informer tout le monde que la Russie a obtenu les résultats qu'elle avait prévus. Dans un certain sens, nous les avons obtenus. Selon lui, la Russie a au moins déjà atteint 2 de ses buts de guerre. Alors, en quoi la Russie aurait atteint aujourd'hui ses buts de guerre? Eh bien, le premier, il est territorial. La Russie a coupé la mer d'Azov et une grande partie de la mer Noire, s'est emparée d'une grande partie du territoire ukrainien et a créé un couloir terrestre vers la Crimée. Et il en conclut, il ne reste plus qu'une chose à faire, se retrancher fermement dans les territoires qu'elle occupe déjà. Dans les faits, c'est une vision un peu rose de la situation. Bien sûr, si on regarde ces 2 cartes à la veille de l'invasion du 24 février dernier, la Russie contrôlait 7,15% du territoire ukrainien et désormais Moscou occupe 18% du territoire ukrainien, 18,12 exactement. Mais si on regarde le détail de ces 4 régions annexées, derrière les 98% de la région de Louhansk, la Russie ne contrôle aujourd'hui que 57% de celle de Donetsk, que 73% de celle de Zaporijia et 72% de celle de Kherson. Le deuxième but de guerre atteint selon lui, et là c'est beaucoup plus surprenant, la Russie a tué beaucoup d'Ukrainiens. Factuellement, la Russie a déjà atteint un gros objectif en détruisant une grande partie de la population masculine active de l'Ukraine et en intimidant une autre partie de cette population qui a fui vers l'Europe. Rappelons que selon les estimations des renseignements américains et norvégiens notamment, les combats ont fait 100 000 morts ou blessés côté Kiev, 30 000 morts civils, 7,5 millions d'Ukrainiens ont fui le pays. On compte aussi 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Oui, une partie d'entre elles, une partie de ces personnes qui sont déplacées pourraient rentrer d'ailleurs en Ukraine. Enfin ça, c'est une autre histoire. Bref, quoi qu'on pense des résultats de cette guerre pour la Russie, ce qu'on retient, c'est que Prigojine demande l'arrêt de la guerre, l'arrêt des opérations. Pour quelle raison? Une image fournit peut-être un début de réponse, Justine. Effectivement, les Russes célébraient ce week-end la Pâque orthodoxe et alors que Vladimir Poutine assiste à la messe à Moscou avec le patriarche Kirill que vous voyez ici, Yevgeny Prigojine, lui, se trouve dans une petite église tout près du front, probablement près de Bakhmout, et il publie cette vidéo. Écoutez-le. Упокой всем погибшим на этой войне. Alors que faut-il comprendre? Eh bien, contrairement à Vladimir Poutine, Yevgeny Prigojine s'affiche proche du peuple, empathique, presque sentimental, de même qu'il s'affiche d'ailleurs régulièrement aux côtés de ses soldats au front, ce que Vladimir Poutine n'a jamais fait. Écoutez ce qu'en déduit Vera Grantseva, spécialiste de la Russie. L'image qu'il construit dans l'espace public en Russie, dans les médias, il est presque en image d'un candidat au présidentiel, d'une personne qui est proche au peuple, comparé avec l'image de Poutine qui est enterré par les gardiens dans la plus grande cathédrale de la Russie, la cathédrale à Moscou, et Prigojine qui montre que lui, il est comme tous les Russes, il est dans une petite église. À mon avis, il ne s'oppose pas directement à Poutine aujourd'hui, mais il s'inscrit dans son projet d'un rôle politique qu'il veut jouer en futur. Autrement dit, j'ai un grand cœur et je suis proche des soldats, je suis proche du petit peuple. Merci, merci Justine. Est-ce que c'est l'interprétation que vous faites de cette déclaration? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Ou bien est-ce qu'il agit peut-être de concert avec Vladimir Poutine, Isabelle? Moi, il me semble, bon, en même temps, il dit des choses qui sont tout à fait vraies. C'est-à-dire qu'il entérine le fait que, pour l'instant, il n'a pas gagné à Bakhmout, contrairement à ce qu'il avait prétendu à plusieurs reprises depuis plusieurs semaines. La contre-offensive russe a échoué. On ne l'a pas vu, voilà. Les Ukrainiens se préparent, eux,
à une contre-offensive qui risque de secouer un petit peu les défenses russes. Et le fait est qu'aujourd'hui, les forces russes se barricadent, s'organisent en position défensive. Ça, c'est cette contre-offensive. Elle mobilise aussi. Enfin, ce n'est pas une opération de mobilisation en tant que telle, mais elle continue à mobiliser, notamment avec des moyens électroniques. Donc, en fait, ce qu'ils proposent, c'est déjà, en fait, le statu quo, c'est déjà ce qu'ils sont en partie en train de faire. Seconde réflexion, cet arrêt des combats qu'ils proposent est complètement, absolument irréalisable, parce qu'on ne propose pas un arrêt des combats et une paix à la fin de la guerre au moment où ceux d'en face vont lancer une contre-offensive. C'est-à-dire que ça n'a à peu près aucune chance de marcher. Non seulement Vladimir Poutine, jusque-là, s'y est complètement opposé, mais en plus, les Ukrainiens ne vont pas renoncer à la guerre quand ils sont en train de lancer cette contre-offensive. Donc, il n'a absolument aucun risque à proposer quelque chose qui ne peut pas, qui ne risque absolument pas d'arriver. Mais donc, au fond, vous dites, ce qu'il propose, son appel est relativement en phase avec, de fait, ce qui est en train de se passer à Moscou. Avec la réalité des choses. Je pense que cette déclaration, elle aurait dû être faite par Poutine au mois de septembre. Vous savez, avant les grandes offensives de septembre-octobre. Les offensives ukrainiennes. Oui, ukrainiennes. Il aurait pu dire, on a conquis, et maintenant, on se fortifie, et on a conquis ça, parce que c'est la réalité. Ils ont conquis un terrain important. Donc, c'eût été... d'ailleurs, ça correspond d'ailleurs au rapatriement sur la rive gauche du Dniepr des forces qui étaient de l'autre côté. Et donc, ça permet de limiter et de dire, nous, on a obtenu... Donc, ce qu'il dit aujourd'hui correspond d'une certaine façon à une réalité, mais le problème, c'est que le dire aujourd'hui, il y a deux critères qui vont à l'encontre de ce qu'il dit. Le premier, c'est qu'effectivement, on attend une offensive ukrainienne, donc c'est d'une certaine façon dire, déclarons-le avant qu'on se prenne peut-être un choc qui va être compliqué pour nous. Le deuxième, c'est que Prigojine a un vrai problème avec Wagner parce qu'il n'arrive plus à recruter. Donc, il ne va plus pouvoir, sur le terrain, obtenir la visibilité qu'il avait jusque-là, avec la bataille de Bakhmout qui ne lui a pas fait gagner la bataille, mais dont on a parlé de lui à peu près tous les jours. Donc, il reste, dans les images qu'on voit, le chef de bande qu'il a toujours été, proche des combattants, etc., etc. Mais donc, il a un message qui correspond à l'objectif atteint, parce que, très honnêtement, aujourd'hui, quel peut être l'objectif russe si ce n'est essayer de conserver ce qu'ils ont? Faire le gros dos, oui, c'est ça. Mobiliser, sans forcément le dire, et puis tenter de repartir à l'offensive. Non, mais ça David, dans quelques mois. Mais j'en sais rien. Repartir à l'offensive, je n'y crois pas une seconde. Vous n'y croyez pas? Non, mais c'est intéressant. Non, mais attendez, pas seulement à cause de leurs moyens, mais simplement, quel objectif? C'est quoi? C'est de conquérir la totalité du territoire de ces 4 régions que la Russie a annexées. C'est ce que Vladimir Poutine, au moment de l'annexion de ces régions, en septembre, avait annoncé comme étant le minimum. Ça, je peux le concéder, c'est quand même des gains relativement limités. Ce que je veux dire, c'est que, comme rien n'a été annoncé, on pouvait vous dire, ils repartent vers Kiev, ils repartent vers la... Et ça, c'est totalement impossible. Non seulement parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, mais parce qu'une fois que vous l'avez fait, il faut le garder. Et le garder, ça devient compliqué. Ça, pour vous, c'est définitivement terminé. Mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Mais les Russes ont compris qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Oui. La résistance ukrainienne sur le terrain conquis. Là, il est sur un terrain, en gros, où soit les gens étaient pro-russes et sont contents, soit les gens sont partis. Mais ça ne peut pas être le cas pour toute l'Ukraine. Ça serait très compliqué. Oui, Vincent. À mon sens, ce long texte dont j'ai lu à peu près l'intégralité, c'est tout sauf un défi frontal adressé à Poutine. Parce que quand vous le lisez, vous apercevez que Prigojine écrase de son mépris ce qu'il appelle l'état profond. D'ailleurs, c'est amusant parce que le deep state est un concept très populaire chez les complotistes américains et notamment trumpistes. Mais passons. C'est quoi? C'est la bureaucratie. Et qu'est-ce qu'il dit de cette bureaucratie, de ces gens qui veulent préserver leurs privilèges, alors qu'il est lui-même l'incarnation de l'état profond, officieux? C'est que ces gens-là vont inciter Poutine à des concessions intolérables.
et notamment de nature territoriale. Donc ce qu'il propose, ce n'est pas une cessation des hostilités, c'est une pause tactique. Et j'en veux pour preuve que dans la fin du texte, il évoque en quelque sorte l'insuccès du moment comme une sorte de rédemption à venir de la société russe qui va être galvanisée, qui va se réveiller soudainement et qui va retrouver le patriotisme perdu. Mais est-ce qu'il sous-entend qu'elle va retrouver aussi le goût de l'offensive dans cette guerre? Mais bien sûr, dans son esprit, il ne s'agit pas de figer la situation, mais il s'agit d'observer encore une fois ce que les militaires appellent un repli tactique provisoire pour... Et d'ailleurs, à mon sens, et comme toujours, quand vous essayez de décrypter les propos de Prigojine, il est quand même le sujet d'un égo tyrannique, il ne parle que de lui-même, et il est en train de sculpter, de tenter de le faire en tout cas, sa statue d'homme d'État, de personnage avisé, raisonnable, de rompre avec sa réputation ô combien méritée de soudard qui va recruter dans les colonies pénitentiaires, de type qui a un mépris manifeste pour la vie des autres, qui d'ailleurs au passage, il y a des rechutes dans son texte, puisqu'il ne peut pas s'empêcher de se réjouir d'avoir tué beaucoup d'Ukrainiens. Bon. Donc voilà, c'est cette lecture-là. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas pour lui d'essayer de conquérir le trône, si chancelant soit-il, croit-on en Occident, de Poutine, mais peut-être plutôt de s'inscrire dans un éventuel après Vladimir. Oui, et même on lui prête des ambitions politiques, dans un premier temps plutôt à Saint-Pétersbourg, des ambitions politiques locales. Saint-Pétersbourg, c'est son fief, et on dit qu'il tenterait de s'imposer là-bas. Le Kremlin, c'est peut-être une autre histoire. Est-ce que vous pensez, vous aussi, Yves, dans cette affaire, qu'il pourrait être un poisson pilote alors de Poutine ? Alors, je pense qu'il ne faut sans doute pas opposer systématiquement Prigojine à Poutine. Comme le disait le général, Poutine aurait peut-être dû le dire en septembre dernier, mais ça correspond quand même à une certaine forme de réalité. D'abord, il ne parle pas du tout de paix, il parle de cesser la guerre, cesser les combats. D'ailleurs, entre nous, ce n'était pas dans le plan chinois, cesser le feu, l'un des points, des 12 points. Donc tout ça se recoupe. Cette offensive russe, elle a quasiment échoué. Donc on s'accroche sous forme de défense et on attend tranquillement. On a obtenu quand même tous ces pourcentages de territoire ukrainien. D'ailleurs, je vois que dans les statistiques qui ont été données, on a oublié de compter aussi la Crimée au passage. Parce que la Crimée, elle était en noir en dessous. C'est 2014. Voilà, mais c'est pas l'invasion. Voilà, je comprends. C'est 2014. Donc on s'accroche. On a cette continuité territoriale qui est évoquée par Prigojine lui-même entre la Crimée et le territoire proprement russe, au-delà du pont Poutine. Alors on va attendre, il ne le dit pas, mais la contre-offensive ukrainienne, mais on est fort, on peut se tenir, et on attend, et ça s'appelle un conflit gelé. Et ça, malheureusement, on sait parfaitement ce que c'est. Les Russes sont adeptes du conflit gelé, et donc ça c'est grave. Parce que c'est pas du tout le plan ukrainien, évidemment, et c'est pas non plus le plan des pays qui soutiennent l'Ukraine. Donc ce serait une autre manière de dire faisons une pause, peut-être éternelle, peut-être une pause qui va se prolonger, mais faisons une pause dans ces combats parce qu'on n'en a plus les moyens. Parce que sur les arrière-pensées politiques, je voudrais d'abord vous montrer une image et des déclarations. La mobilisation qui se poursuit, même si ça s'appelle conscription maintenant, et que ça n'est plus officiellement une mobilisation comme en septembre dernier. Elle continue à faire grincer des dents, elle continue à coincer, elle continue à travailler la société russe. Écoutez ces soldats, ils viennent de Moscou, ils viennent d'une autre ville de Russie qui s'appelle Ivanovo. Ils sont envoyés à Rostov-le-Don, pas très loin du Donbass donc. Et ils estiment que ce qui leur arrive ne répond à aucune logique. Ils se plaignent, ils en ont marre. Écoutez. После этого мы прибыли в Ростов, 136-ю мотострелковую бригаду, где проходят службу только срочники. Так и нет. Ответственных людей от представителей Министерства обороны, а также офицеров, командиров рот, командиров взводов у нас нет. Мы не стоим на довольствии у Министерства обороны. Многие из нас на данный момент до сих пор находятся по документам в частях, куда они должны были быть направлены, из чего складывается ощущение, что сюда нас отправлять не должны были. Помимо всего прочего, понимания того, куда мы будем отправлены, нету, в силу того, что также опять добавлю, что представителей у нас нет. И офицеров или командования у нас тоже нет. Просто побыстрее ведите, быстрее загрузитесь в Урал. Абсолютно все. Есть группы, но все равно собрали, что-то куда-то отправили.
И все? И что, про нас забыли? Или что? Бросили как ненужный груз. Montage Charlotte Sauvaget. Donc, c'est peut-être à tout cela que s'adresse Prigojine, à tout cela, à leur famille et à tous ceux qui, comme eux, pensent la même chose mais n'osent pas le dire parce que malgré tout, on sait que la répression est durcie et que ces soldats-là, on ne les reconnaît pas, mais on reconnaît peut-être le décor, on va pouvoir les identifier, s'exposent à des sanctions du côté de Moscou. Donc, une remarque, je ne sais pas si la traduction est bonne, je prends pour la russe, mais il parle de conscrits. Donc ce n'est pas la mobilisation, ce sont des conscrits, des gens qui ont été appelés au service militaire. C'est du mois d'avril. C'est pas la même chose. Encore pire d'une certaine manière. C'est encore pire. Si et le fait qu'il n'ait pas d'encadrement reflète ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que beaucoup de l'encadrement a été tué. Et donc aujourd'hui, mobiliser ou amener des conscrits qui ne sont pas encadrés est un vrai problème. Parce que ils vont pas aller comme ça au combat. Donc on reforme des unités. Rostov-sur-le-Don, au passage, c'est là que se forment les unités pour aller au front dans le Donbass. Hein. C'est là que le 3e corps avait été formé. Donc c'est le transit habituel. On avait vu aussi il n'y a pas très longtemps un reportage comme ça, où il y avait des soldats qui avaient été emmenés de Rostov-sur-le-Don et qui avaient été transférés pour être transférés à Wagner, alors que c'était des soldats russes et qu'ils étaient vendus d'une certaine façon à Wagner. Donc il y a quand même beaucoup d'incohérences dans tout ce système mis en place pour amener des renforts. Et de malaise et de contestation. Oui. Et ces gens-là, s'ils entendent Prigojine dire « mettons fin aux opérations », bon, on peut imaginer qu'ils ne peuvent qu'être d'accord. Oui, oui, 3 choses. D'abord, la pause, elle sert forcément la Russie d'abord. Ensuite, quand on voit ces images, on ne peut pas s'empêcher de dire que l'un des scénarios possibles pour une fin de la guerre, c'est un effondrement de l'armée russe. Et 3e chose, quand Prigojine dit qu'il a tué, que les Russes ont réussi à tuer la plupart de tous les hommes ukrainiens, en fait, il sert aussi, lui aussi l'objectif de Poutine, qui était de dire qu'il fallait dénazifier ce pays. Donc, en tuant les hommes ukrainiens, on a en quelque sorte dénazifié le pays. Donc, cet objectif aussi, en fait, est atteint. Au cas où Poutine voudrait, dans un mois, essayer de présenter une espèce de pause dans le but de geler le conflit, enfin de le geler, en tout cas de le refroidir et de mieux le réchauffer une fois qu'il aura reconstitué ses forces militaires et morales. Oui, Vincent. Alors très rapidement, à propos de cessez-le-feu, le seul cessez-le-feu effectif, c'est celui qui a été conclu entre Wagner et le ministère de la Défense aujourd'hui, russe. C'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant dans une rivalité ouverte, et j'en prends pour exemple ce qui se passe à Barmout, où en fait on attribue à l'autre les mérites de ce qui est d'ailleurs un succès très relatif. Par exemple, vous avez le ministère de la Défense qui fait des communiqués très officiels, ce qui est quand même incroyable, puisque Wagner n'a pas d'existence légale selon la loi russe, des communiqués pour reconnaître le travail qui est accompli par les hommes de Prigojine au centre de la ville, alors que les troupes aéroportées tiennent, à défaut de pouvoir fermer la pince, ils tiennent les flancs nord et sud. C'est la grande réconciliation. Alors, elle est factice, parce que le moment venu, il va de soi que Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, fera en sorte de rafler les lauriers d'une hypothétique victoire à Barmout. Mais en tout cas, ça dit aussi quelque chose d'une stratégie, je l'évoquais tout à l'heure, qui n'est pas celle du défi frontal et définitif au pouvoir en place et aux institutions dites régulières. Yves Doutrillo et Dominique, tout de même, je vais vous montrer une petite séquence. Que se passe-t-il pendant que Prigojine appelle à la fin des hostilités? Vladimir Poutine, lui, reçoit son ministre de la Défense, Shoigu. Ils évoquent ensemble les futures opérations, et notamment le rôle de la marine en mer Noire, en disant, là, on n'a pas traduit ses propos dans le détail, mais qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que, bien oui, nos navires de guerre sont aussi, le moment venu, des forces opérationnelles sur lesquelles il va pouvoir compter. Donc on n'est quand même pas dans la même tonalité. Il y en a un qui dit fin des hostilités, et l'autre qui dit comment est-ce qu'on va pouvoir rebondir, notamment avec nos navires de guerre. Oui, mais la marine de guerre peut aussi préserver l'acquis, notamment Sébastopol, la Crimée et toute la mer d'Azov, évidemment, et toute la partie du rivage de la mer Noire, d'ores et déjà occupée par la Russie. Non, je voulais aussi rebondir, tout à l'heure Vincent nous disait qu'il avait lu très attentivement tous les propos de Prigojine, et on a parlé de l'état profond, mais il a aussi parlé de la
peut-être pas de la souffrance du peuple russe, enfin, ou quelque chose comme ça, qui a peut-être lui aussi, qui est fatigué de cette guerre. Alors, on a vu les soldats, mais c'est aussi le peuple russe. Il fait carrément de la démagogie. Il veut se montrer, puis les images que vous avez montrées à propos de la cérémonie de Pâques, en costume militaire, je suis du côté du peuple. Je ne veux pas dire certainement qu'il se présente comme un rival de Poutine, mais quand même, il en fait énormément. Alors là, je me tourne vers Isabelle Lasserre. Enfin, on a vu ça depuis des mois et des mois, hein, ce rôle de Prigojine. Et ça nous étonne, parce que nous, on part toujours de l'idée que le système russe, c'est vertical et qu'il n'y en a qu'un qui parle. Alors, est-ce que c'est un jeu ou pas ? C'est ça la question toujours qu'on se